Je suis content d'accueillir ici Marie-Josée Monzin, qui est philosophe, que j'ai rencontrée comme philosophe au Collège international de philosophie. Elle siège au conseil scientifique du temps où j'étais moi-même le président, c'est ça, Marie-Josée? Et donc qui est directrice de recherche émérite au CNRS et qui travaille, tout le monde le sait, sur le statut de l'image et des spectacles dans les civilisations occidentales et orientales aussi, sur l'impérialisme virtuel et audiovisuel des iconocraties modernes, sur la place du spectateur. Donc elle est l'auteur de nombreux livres, de traductions aussi, discours contre les iconoclastes, de Nicéphore le patriarche, d'un livre, donc auteur d'un livre qui s'appelle Images, icônes, économie, les sources byzantines de l'imaginaire contemporain. Et comme elle est modeste, elle me demande de vous épargner la liste longue, très longue de ses publications. Donc, je lui laisse la parole et donc il y aura en même temps des projections, ce qui fait que je vais regagner la salle de mon côté. Merci voilà. en tout cas. Bonjour, je veux d'abord m'expliquer sur le silence que j'ai eu tout à l'heure au sujet de Nicole Leroux. Ce n'était pas un refus, c'était un moment de surprise, peut-être d'émotion. Donc un mot quand même. Nicole, bien sûr, est présente. C'est une amie pour d'autres comme moi ici. On s'est connus, on avait 20 ans. Et pour moi, Nicole était une jeune fille prodigieusement puissante, présente, vivante, joyeuse, insatiable. C'est cette image que je garde d'elle, avec une curiosité polyphonique qui n'a cessé de se déployer dans toute son œuvre. Et je voulais, par la même occasion, sans en dire davantage, dire à quel point la conjugaison et la proximité qu'elle a eue pendant toute sa vie avec Patrice Leroux a fait que pour nous tous, cette affaire nous a permis de vivre tout à fait autrement le rapport de la pensée philosophique dans toute son ampleur et son sens, avec une tradition grecque, avec des textes grecs, avec la littérature grecque, et bien au-delà. Elle travaillait sur Shakespeare aussi bien que sur Sophocle ou Échille. En tous les cas, c'était pas le désir de me taire, c'était de me donner juste le temps d'évoquer cela avec émotion, avec fidélité, et de dire à quel point la présence de Patrice Leroux ici est le signe d'un prolongement et de quelque chose à quoi nous restons tous fidèles, et d'autant plus fidèlement attachés que même si les études grecques se poursuivent avec brio et chez les plus savants, la philosophie va bien mal. Et donc, c'est très important de rendre hommage à ce si bel attelage. Voilà. Alors, on m'a demandé de parler de la performance. Évidemment, il y a le mot littérature dans le titre et j'aime la littérature, j'aime la lecture, mais je fais ce que je sais faire, c'est-à-dire parler un peu de ce qu'on voit dans son rapport, évidemment, à la parole et à des textes, mais de ce qu'on voit. Et d'autant plus que le mot performance, comme vous le savez aujourd'hui, est un mot qui traverse pratiquement toutes les zones d'activité. Est utilisé de façon très anglo-saxonne pour dire des choses assez sauvages, assez méchantes. Voilà, donc j'ai pris quelques notes, voilà, et je vous montrerai 4 fois 2 minutes de quelque chose, parce que j'ai envie de traverser avec vous une dimension historique. Tout à l'heure, il a été question d'Exhibit B, oui, en ce moment, au théâtre Gérard Philippe et bientôt la semaine qui vient au 104, il y a une performance. En tous les cas, on l'appelle comme ça. C'est un certain dispositif qui traite d'une question qui, si elle n'est pas guerrière, est suffisamment agonistique et violente, puisqu'il s'agit de l'esclavage et du rapport
entre les Blancs, les Noirs et l'esclavage, et qu'à cette occasion, un débat d'une grande violence a lieu. Donc, j'y vais. Poser la question des rapports entre situation de guerre et situation de performance m'a semblé provoquant, puisque cela fait entendre d'abord un rapprochement qu'on pourrait croire abusif entre des gestes de conflit qui arrivent dans une réalité de mort, et puis la performance comme scène fictionnelle ayant dans certains cas des ambitions artistiques, dans la combinaison actuelle qui a lieu de plus en plus du théâtre, des arts plastiques, des nouvelles technologies des écrans et audiovisuels. Entre une violence pour de vrai, je ne dirais pas une violence pour de rire, mais en tous les cas fictionnelle, il y a un écart irréductible qui sépare ce qu'on nomme parfois l'art de la guerre des arts vivants. À la guerre, s'il y a de la victoire, on meurt pour de vrai. Les arts vivants sont reconnus comme tels, pour autant qu'ils sont au service justement de la vie même de la communauté. Et quand il y a des applaudissements, on ne dira pas que c'est pour célébrer une victoire, un triomphe. Il faut donc établir la pertinence de ce rapprochement dans sa contradiction. Dans le champ de la création, les définitions de la performance, on ne cesse d'en lire, surtout maintenant, à cause comme je le disais, de la porosité et du mélange entre les arts et les phénomènes de contamination visuelle, entre théâtre, cinéma, musée, ce qui se passe dans les galeries, les musées. Donc il y a une polysémie pour désigner, disons d'une façon globale, un déroulement d'action, un processus avec des durées variables, un engagement corporel par nature non répétable, sauf à devenir l'objet d'un enregistrement, mais on voit la performance enregistrée, c'est un autre registre, on n'est plus dans le même registre. Alors le coup d'envoi historique eut lieu pour la performance avec le groupe Fluxus, donc vous vous en souvenez, John Cage, Nam Dun Paik, Charlotte Mormon. Et je ne vais pas vous les montrer parce que je n'ai pas le temps, mais vous vous souvenez, ou certains d'entre vous doivent se souvenir, que dans les années 63-67, Charlotte Moorman et Nam Dun Paik se sont livrés à ces performances TV Cello, opéra sextronique, TV Bra, et c'est accompagné par tout le groupe Fluxus et John Cage. En ce sens, si la guerre désigne l'explosion et l'enchaînement d'événements réels qui engagent des corps, alors guerre et performance ne voisineraient que sous le double signe d'un rapport au temps et de la présence des corps. C'est trop peu. Donc il faut donner son tranchant au terme de performance si l'on veut examiner les rapports d'un geste fictionnel avec une situation meurtrière. Quand je suis allée taper performance sur Google, j'ai trouvé ceci. Performance en entreprise, en management, social, gestionnaire, commercial, financière, globale. C'est tout. Rien donc au premier appel définitionnel actuel sur Google de renvoi à la création et à l'art, fût-il théâtral. Alors, si l'on précise, on rappelle Google et qu'on demande performance artistique, on obtient une définition validée pour toutes les occurrences sans exception, à savoir, parler de performance, c'est parler de trois choses, un processus, un résultat qui a besoin de réussir. On ne dit pas ce qu'est la réussite. Il faut à ces trois critères ajouter un quatrième qui revient, mais pas toujours, qui est la présence des corps, ceux des performeurs, et enfin, dans une séquence dite performative, on parle de l'assistance des spectateurs, c'est-à-dire de l'importance aussi de l'engagement des corps du spectateur en face de ceux des performeurs. Cependant, je rappelle qu'il est un domaine où le conflit, le combat, la victoire associent au plus près la performance à une situation purement spectaculaire et
assez agonistique, c'est le monde du sport, où la performance définit à la fois le terrain d'un affrontement, la dramaturgie d'une rivalité, la scénographie d'un combat, la nécessité d'une victoire, le tout dans le monde du sport, faisant appel à un dépassement des limites et surtout un engagement passionnel du public. En effet, c'est bien là un régime où le spectateur va occuper une place que l'on peut qualifier de passionnelle, quasiment au sens grec du terme. La performance sportive est un spectacle qui rassemble des corps, qui leur fait éprouver dans l'intime plaisir, angoisse, voire terreur, violence, et qui convoque l'ensemble du corps social, voire national, à des investissements identitaires sans exclure la violence sur le terrain de la performance depuis l'assistance, comme vous le savez. C'est donc que la performance désigne deux registres qui sont inséparables de ce qui se joue du côté du performeur, inextricablement liés à ce qui va se jouer ou devoir se composer du côté de l'assistance. Voilà pourquoi je cherche maintenant ailleurs un autre fil conducteur qui nous ferait questionner la performance face au conflit et au meurtre. Pour ça, il faut nécessairement quitter le champ anglo-saxon, l'origine anglo-saxonne, qui marque très fortement toutes ces définitions de la performance. Et je préfère aller chercher du côté des latins et des grecs quelque chose qui unirait le traitement de la violence et de la mort avec un rapport construit avec une assistance et un public. Performare, en latin, signifie donner sa forme achevée à quelque chose. Le concept de forme habite essentiellement la performance pour indiquer un processus de donation de forme et que cette forme est le résultat du processus et que le succès du processus tient à ce que cette forme soit, en tant qu'elle traversée, à la fois formante, performante, c'est-à-dire qu'il y ait de la forme, mais qu'elle soit formante, composante et formatrice. C'est-à-dire qu'elle ait un effet performatif au sens où il y aurait donc non pas simplement une performativité au sens linguistique du terme, mais une activité de formation pour ceux à qui la performance ou devant qui la performance est exercée. Dire que le performare implique que l'on a donné de la forme implique évidemment que l'on est parti de quelque chose qui n'en a pas, d'un informe. Donc d'un site d'indétermination qui serait la source de ce geste, de cette traversée performante, au double titre de donner forme et de former. D'être formateur. Ce mouvement semble bien voisin de ce qui, dans les récits de Genèse ou dans certaines œuvres philosophiques ou théologiques, désigne un processus génétique, généalogique, qui partirait d'une matière informe, d'un amorphone ou d'un chaos originaire, pour faire advenir une forme vivante, signifiante, partageable, qui n'est pas donc, comme je l'ai dit, sans finalité formatrice pour ceux à qui elle est adressée. Quelque chose qui donne forme à un impensé, sa forme pensable à un impensé. Si la violence et la mort sont du côté de cet impensable, la performance désigne alors le processus scénographique, gestuel, voire rituel, comme on va voir, qui rend représentable, pensable et conduit l'assistance formée, et qui est concernée par la dimension formatrice de la performance, vers quelque chose qui serait une victoire sur la mort, un passage de la mort à la vie. Je rappelle que la passion christique, qui est héritière du monde grec,
est une véritable performance. Le performeur culturel occidental, c'est le Christ. C'est vraiment celui qui va traverser la question de la mort et, sur 3 jours, organiser une performance dont le spectacle doit être constituant d'une communauté. Alors, pensant à ce que la pensée chrétienne doit à la langue grecque, je vous propose, au fond, pour aborder la performance, avant de passer par les exemples que j'ai choisis, de revenir, comme on le fait souvent, vers Aristote lorsqu'il emploie la formule « perainein katharsin ». Je dirais que perainein est construit un peu, enfin je l'entends, comme performare, sur la double référence, celle d'une action et de son achèvement, d'un aboutissement au bout d'une traversée. Péras, c'est la limite. Apeiron, c'est ce qui n'a pas de limite, qui n'a pas de forme, c'est un amorphone. C'est l'infini qui manque de télos, qui manque de finalité, et qui demande, en fait, oui, que quelque chose opère, qu'il y ait un opérateur qui amène à un point le processus, à un aboutissement. Je crois qu'Aristote, lorsqu'il examine ce qu'est katharsine, désigne justement ce régime final de clarification opéré par la traversée du perainein, menée à son terme, un déroulement d'une action fictionnelle dans laquelle il est question de conflits, de crimes, de guerres, de meurtres et de passions. Et il s'agit bien de mettre en scène, de jouer un déroulement meurtrier dont le processus va agir sur le public, sur ceux qui y assistent. La performance est donc en ce sens transformante pour la communauté elle-même, et c'est pourquoi j'irai pour traduire le perainein katharsis. Je ne veux pas le traduire autrement pour l'instant que par perlaborer. Performare, perlaborer. La perlaboration, comme vous le savez, a été choisie comme terme pour traduire le Durcharbeit de Freud. Durcharbeiten dit bien à son tour 2 choses, qu'il y a un travail à accomplir et que ce travail est une traversée reconstructrice vers un aboutissement, vers la résolution d'un conflit. Donc, je travaillerai aujourd'hui sur le rapport qu'il y a entre performance, performare, perlaboration, et donc de quel type de travail l'art de la performance, quel type de travail l'art de la performance prend en charge pour produire du constituant par rapport à ce que le simple fait de la guerre a évidemment de destructeur, de destituant et d'amorphe. Je souhaite donc présenter 5 cas rapidement de performance qui me semblent décliner 5 différents niveaux opératoires du belliqueux, de la guerre. Pour 4 d'entre elles, il s'agit soit de créations ayant une valeur mythique, sociopolitique, artistique, qui déploient chacune dans son cadre spécifique ce que j'appellerais une énergie performante au cœur des combats remis en scène. Cette énergie performative est prise au sens où la philosophie du langage a fait entendre ce qu'est l'efficacité dans le réel d'une opération symbolique. Tout le monde connaît Austin, mais il s'agit ici de ce que j'appelle les opérations imageantes. Je précise bien que j'entends par opération imageante non pas le seul registre du visuel, mais l'ensemble constituant de tout ce qui reçoit sa forme depuis un geste fictionnel.
que ces images soient sonores, poétiques, visuelles, ou en fait, avec le mélange des arts aujourd'hui, ça joue sur tous les registres, et j'appelle tout cela des opérations imageantes. Et en insistant évidemment sur deux choses, qui est cette question que l'on vient de magnifiquement évoquer, qui est celle de la transformation des registres temporels, la mutation, la réversibilité même des registres temporels dans la performance, et dans la mesure où nous évoquons des situations belliqueuses et conflictuelles, c'est de voir ce qui se joue entre la posture du bourreau et celle de la victime, et de savoir en quoi la performance peut agir dans la réversibilité de ces places ou dans le renversement du sens de ces places, ce que j'ai parfaitement entendu dans ce que Charles Malamud a dit, c'est-à-dire d'un sacrifice où le sacrifiant et le sacrifié ne sont pas pris nécessairement dans l'exécution et l'effectuation de la haine, mais au contraire dans l'épaisseur de registres symboliques où des choses se renversent, se partagent et se distribuent sans arrêt différemment. À partir de ces 4 exemples, j'envisagerai en fait la situation actuelle, celle que nous partageons aujourd'hui, inévitablement, pas seulement à l'occasion que je donnais de l'exemple d'Exhibit B, mais de ce qui se passe aujourd'hui sur la scène télévisuelle et Internet. Je parlerai de Daesh, mais on n'en est pas là. Allons vers les exemples. Le premier que je prends est celui d'un rituel péruvien que certains peut-être connaissent, qui est le Yahuar, quechua, la fête du sang. La fête du sang. Voici ce qui se passe au Pérou. C'est une fête étudiée par des anthropologues et des historiens. Il y a eu un très beau travail d'Antoinette Molinier en 2009 sur l'interprétation de ce rituel performatif dont je vous rappelle le déroulement. On est dans un village du Pérou, à 3500 mètres. Les hommes montent en procession, chant et ivresse, à 5000 mètres. À 5000 mètres, on sacrifie un cheval, et ce cheval dont les entrailles sont mises à l'air attend l'appétit du condor. On donne rendez-vous au condor avec le cheval sacrifié. Quand le condor finit par arriver, et c'est une longue nuit d'attente avec des chants, des prières, des appels, le condor se rassasie des entrailles du cheval, et rassasié, lourd et rassasié, on vient lui donner à boire et on lui fait boire énormément de bière très fermentée jusqu'à ce qu'il soit totalement ivre. Ce qui permet à ce moment-là d'entrer en relation physique et très proche avec lui, et en compagnie du condor dont on se saisit, ivre et rassasié, on redescend au village, 1500 mètres plus bas, ou un peu plus, où tout le village est déjà dans une extrême exaltation, prière, chant, fête. On attend le condor. Mais on l'attend avec un taureau. On l'attend avec un taureau d'une extrême puissance qui est retenu comme ça, comme dans une corrida, derrière des barrières, préparé, excité, lâché dans la foule, dans le village. Et une fois lâché, il faut s'en saisir. Premier scénario de grande violence, parce que le déchaînement du taureau qui a été maintenu, retenu tout ce temps, court dans tous les sens, il faut s'en saisir. Et là, une fois saisi, entravé, avec une énorme aiguille et du cuir, on coud à même le cuir
la peau dorsale du taureau, les pattes du condor. On fabrique un taureau ailé. Le condor est cousu sur le taureau, et là, au milieu des chants et des acclamations qui attendent, la course, la corrida commence et qui doit s'achever par le sacrifice du taureau, lequel, une fois sacrifié, le condor est décousu et la dernière partie de la cérémonie, on remonte sur le plateau où a eu lieu la capture du condor. Et là, on lâche le condor, non sans l'avoir marqué à la patte, de façon à ce que celui de l'année suivante ne soit pas le même. Il faudra un nouveau condor. Cette fête, cette performance a été, concerne la communauté. Ce qui est passionnant dans ce rituel violent, c'est la combinaison de deux registres inséparables qui montrent à la fois que ce rituel touche la résolution historique d'un conflit très précis, le rapport du taureau espagnol importé par le colonisateur, dont la défaite et le sacrifice permettront de conclure à la libération, émancipation de l'animal du Pérou, le condor. Donc on a là une mise en scène de décolonisation, disons d'un geste décolonisateur, d'autant plus qu'effectivement le taureau a été amené par l'Espagnol. Mais au fil du temps, ce rituel, et Antoinette Molinier l'analyse fort bien, c'est au fil du temps que ce rituel se charge d'une façon tout à fait étonnante d'une interprétation, on ne peut pas dire interprétation, d'un vécu, d'un éprouvé d'autochtonie, où le taureau est en même temps célébré comme l'animal inca depuis toujours, immémorial, l'animal immémorial de l'identité inca, qui incarne les puissances chtoniennes de la fertilité, donc de l'alliance avec la terre, d'un sacrifice des paysans pour convoquer la faveur des dieux et des puissances qui s'occupent non seulement de l'identité inca, de la défense des origines inca et de la puissance de leur culture, de leur mémoire, mais en même temps de ce qui continue d'opérer comme demande à la fois de victoire et de fertilité. Car quand le condor est libéré, ça n'est plus le sacrifice du taureau, c'est le don que l'on a fait au condor le sacrifice offert au condor de celui à qui on demande le condor depuis le cosmos, depuis le ciel, où il protège et surveille le peuple inca, de déployer tout ce qui peut favoriser non seulement les revendications identitaires, mais la vie, la survie. Et ce qui est donc je dirais que du coup, j'interprète à mon tour, en tous les cas, nous voyons bien que cette façon de coudre le condor au taureau dit que dans cette couture se joue aussi la couture de ces deux niveaux. Et que la performance n'est pas seulement le déroulement rituel dont je vais maintenant vous montrer 2 minutes pour la beauté des choses.
Voilà, c'était juste pour que vous ayez la vision magnifique, vraiment mythologique de cette situation. Le film malheureusement n'est pas de bonne qualité parce que cette amie péruvienne qui a eu beaucoup de mal à... C'est une des questions d'ailleurs, de savoir quand on va assister à une performance qui a une dimension, je dirais, rituelle, religieuse, identitaire, etc., on ne plante pas sa caméra avec l'aisance qu'a pu avoir justement Jean Rouch, dont je vais vous dire un mot lorsqu'il arrive chez les Ghanéens. Voilà, dans tous les cas, je voulais vous montrer ce premier exemple pour aussi faire sentir à quel point, dans cette performance, quelque chose qui a à voir avec le passage de la mort à la vie, de la servitude à l'indépendance, de la peur de la stérilité vers la fécondité, de la peur de perdre une identité à la revendication identitaire, concerne en fait que si l'on ne tient pas compte dans la performance de l'implication de ceux qui sont tout autour, y compris danger, parce que dans le petit film que j'ai, il y a des blessés, hein, il y a véritablement le taureau fonce parfois dans la foule, et c'est pas une affaire calme et sans danger. Donc là, on est vraiment dans un déplacement agonistique, mais dans une résolution qui est très, très intéressante. À partir de là, je viendrai vers un second exemple qui n'est plus celui de la constitution identitaire, communautaire, culturelle, mais de ce que j'appellerais la performance à cheval entre une affaire carnavalesque et dans laquelle, évidemment, comme au carnaval, tout le monde est concerné, mais malgré tout,
dans lequel la question de la parodie et de la dimension carnavalesque est présente. Je dis simplement un mot pour c'est qu'actuellement la fête du sang, la Yawar, chez les Quechua, a malheureusement, si je puis dire, eu quelques publicités du côté des agences touristiques, ce qui fait que maintenant, il y a des performances du Yawar pour les touristes et qui deviennent comme des objets complètement arrachés à leur signification, ce qui n'est pas sans intérêt dans la réflexion que nous faisons maintenant sur la performance, à savoir non seulement ce qu'elle est, mais ce qu'elle devient et jusqu'où cela va nous amener la performance comme spectacle pour touristes ou pour jouisseurs télévisuels. Donc, le second exemple que je voudrais évoquer est une cérémonie que vous connaissez tous bien, j'imagine, qui est celle filmée par Jean Rouch dans Les Maîtres Fous. Dans une certaine mesure, je dirais que le titre du film contient déjà à lui seul un programme agonistique, un programme ambigu. Où sont les fous ? Qui sont les fous ? Dans la banlieue je rappelle le dispositif, dans la banlieue d'Accra, au Ghana, des hommes qui s'appellent les Aouka, donc une sorte de secte, si vous voulez, se mettent en transe pour organiser une mise en scène mimétique, parodique et sans doute cathartique de la situation des Ghanéens, on est en 1956, par rapport à la domination britannique. Là, une secte, c'est un groupe précis qui sont à la fois des initiés et, si vous voulez, des artistes, mais ils ne le sont pas uniquement, crée un théâtre de costumes, de gestes, de sacrifices hors les murs, hors de la ville, c'est-à-dire là, on crée une scène malgré tout, un dispositif fictionnel où le déguisement et la parodie vont devenir une modalité populaire de l'expression d'une résistance. C'est une séquence comme un carnaval, c'est une séquence calendaire, c'est le dimanche, de telle heure à telle heure, limitée dans la durée, auquel s'ajoute un caractère spécifique, c'est celui de mettre en scène une permutation, un renversement des positions. C'est pour ça que je l'appelle carnavalesque, c'est une sorte de saturnal rituel, dans lequel pour moi c'est très important de dire qu'il y a performance quand il y a transformation, déplacement et réversibilité des places. La complexité est forte puisque la performance donne forme, puisque je disais que la performance c'est donner de la forme, donne forme sous la forme d'un désordre, de la dénonciation de l'ordre des maîtres, c'est-à-dire que ça donne forme, ça réduit à l'informe la forme instituée des maîtres, la codification, vous allez voir, la codification. Donc la question de l'amorphe, du désordre et du chaos pose effectivement la question de qui sont les plus fous. Voilà. Pour faire vivre une démonstration qui nous montre qu'ils sont soumis à un pouvoir grotesque. Mais il le montre en rendant grotesque ce pouvoir. La performance devient à ce moment-là un exercice hallucinatoire, comme un rêve, une épreuve de possession, on est en transe, et on occupe la place de l'occupant en ne voulant plus être occupé, mais du coup on est possédé. La caméra se fait alors passeur, qui voudrait transformer la performance, c'est là l'ambiguïté, en document ethnologique, qui pose des problèmes, puisque moi j'ai assisté, entre autres, peut-être comme certains d'entre vous, à des moments de contestation, de désarroi et même de colère de la part de publics africains à l'égard du film de Jean Rouch. Un peu comme dans Exhibit B, enfin, de quoi se mêle-t-il, ces blancs? Donc, je vous montre
Voilà. C'est la Magazia, l'une des reines des prostituées d'Accra. Elle est possédée par un génie femme, Madame Salma. Madame Salma, c'est la femme du lieutenant Salmon, l'un des officiers français qui vint le premier au Niger à la fin du siècle dernier. Madame Salma a reçu la robe et le casque colonial. Elle va faire l'inspection de la nouvelle statue du gouverneur. Puis le lieutenant casse un œuf sur la tête du gouverneur. Pourquoi un œuf? Pour imiter le plumet que les gouverneurs britanniques portent sur leur casque. Car le voilà, le véritable gouverneur. Au Trooping de Colors de l'ouverture de l'Assemblée à Accra. Canon tonne, et dans cette foule, il y a des Aoukas qui sont venus ici pour chercher leur modèle. Et si l'ordre est différent ici et là, le protocole est bien le même. L'état-major se réunit pour l'inspection du palais du gouvernement. Le caporal de garde se tient à l'entrée et le gouverneur et le lieutenant viennent voir si le bâtiment a été peint à neuf. Mountieba, qui en est responsable, est inquiet. Si le gouverneur se plaint, il aura une amende, un mouton, un bœuf peut-être. Et le gouverneur est satisfait. Cet homme vêtu de bleu est possédé par le général. Le gouverneur insulte le général et le capitaine dit « Moi, gouverneur, je vais aller chercher le général ». Le général furieux fait une petite colère. Ouais, je suis obligée d'arrêter. Bon, vous connaissez le film, mais en tous les cas, voilà. Je voulais juste rappeler à votre mémoire cette façon qu'a Jean Rouch, dans son montage, d'indiquer au fond la question de la permutation des places, du renversement et de la performance comme faite du comme si. Hein, on va faire comme si. Seulement, ce qui est troublant dans cette mise en scène de Saturnale conflictuelle et performante, c'est qu'elle relève de deux opérations contradictoires, comme tout carnaval. Elle sert de soupape de sûreté pour le pouvoir en place, puisque c'est l'équivalent d'une révolution sans lendemain. Et Jean Rouch, c'est ça qui est d'ailleurs un petit peu gênant, s'emploie lui-même avec insistance à faire entendre ce retour à l'état paisible antérieur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin du film. On voit les gens le lundi matin, tous ceux qu'on a vus en transe, que vous venez de voir, on les voit à leur travail souriant. Et il dit, regardez comme ils ont l'air paisibles, souriants, etc. Et du coup, il conclut en disant, est-ce que ces hommes ne connaissent pas des remèdes, hein, c'est la catharsis, là, des remèdes qui leur évitent de vivre comme des animaux et qui leur permettent d'être parfaitement intégrés à leur milieu. Alors là, évidemment, on est un petit peu gêné ou surpris, mais en tous les cas, bon, le travail de Rouch est superbe. Mais nous sommes aujourd'hui tout à fait aussi en mesure de poser la question autrement, en se demandant si il y a performance pour autant que se déploie ici ce que j'appellerais une réserve d'énergie révolutionnaire qui ferait que les maîtres fous, que ces fous, sont les précurseurs, les indicateurs d'une transformation dont ils sont les acteurs performants, comme dans une répétition générale mimétique que j'appellerais un laboratoire clandestin de la révolte. La performance pose donc bien ici la question de savoir si ce que l'on joue est politiquement opératoire dans le réel et si cette opération est un geste d'intégration ou au contraire d'émancipation, de libération ou anarchisant carrément. Il y a donc deux places de spectateurs, celle du cinéaste anthropologue qui s'adresse à la nôtre et qui travaillons comme ça sur ce document, voilà. Mais il y a aussi la place des spectateurs africains et de ceux pour lesquels clandestinement joue la secte des Aoukas
et qui, sans être assistants là, reçoivent indirectement cette énergie résistante sans avoir été pris comme public. Donc, vous voyez, là, il y a quelque chose que je trouve, une articulation que je trouve intéressante politiquement. Et il est clair que l'intérêt que nous prenons à voir ce film ne tient pas à la pure étrangeté exotique d'une transe sauvage, mais à un partage troublant qui pourrait aussi nous concerner sur ce qu'est une violence fictionnelle et les effets d'un geste carnavalesque dans un champ politique réel. Au fond, cette performance voudrait nous indiquer ou nous faire participer indirectement en tant que spectateurs de cinéma à un geste de décolonisation du regard, de la pensée et de la situation, une énergie d'indication qui nous viendrait du colonisé lui-même, qui nous indiquerait le grotesque de notre propre place, ou en tous les cas, les énergies. Donc ça serait intéressant d'ailleurs, par rapport à Exhibit B, pour en dire encore le nommer, de faire un travail interne sur les effets de la performance Exhibit B par rapport au maître fou. Voilà. Comment les colons et les noirs vivent la mise en scène par le blanc, l'un coup l'ethnologue cinéaste ou l'artiste sud-africain, et comment c'est vécu et comment quelque chose nous lie ensemble dans cette affaire. Je pose des questions. Alors, je pose cette question au moment de vous présenter le troisième exemple, qui est évidemment, qui vient comme une médiation assez étonnante. C'est ce que aussi, là, certains d'entre vous ont peut-être vu, c'est le traitement du tasier par Abbas Kiarostami. Le tasier, comme vous savez, est une fête annuelle qui, en Iran et dans toute la communauté chiite, célèbre la bataille de 680, 61 de l'Hégire, à Karbala, bataille au cours de laquelle l'assassinat par Yazid de l'imam Hussein est la date de la constitution de la communauté chiite en tant que telle, donc de la rupture entre les sunnites et les chiites. Cette fête du tasier a lieu chaque année dans toutes les communautés chiites et est vécue comme un immense spectacle, à la fois théâtral, rituel, participatif, ancrant une identité religieuse et en Iran national chez tous ceux qui assistent. Et donc, je voudrais justement insister sur ce terme d'assistance plutôt que spectateur ou public. Qu'est-ce que c'est que assister à une performance? C'est être non seulement là pour la voir, l'entendre et l'accueillir, mais c'est aussi y trouver, y entendre ou y accepter une place passionnelle, une place non passive. Quand je dis passionnel, c'est vraiment au sens aristotélo-chrétien, à savoir que quelque chose d'une épreuve est à remettre en scène, à remettre en marche et à revivre ensemble à travers une mise en scène. Alors, ce qu'a fait Abbas Kiarostami, c'est un projet. Alors là, on passe à la notion de performance artistique. Je dis artistique d'abord parce que ça a été une commande de lieux d'art dans des musées, des espaces publics, des demandes culturelles, à Rome, à Paris, à Bruxelles. Moi, je l'ai vu à Bruxelles en son temps, d'autres l'ont vu à Rome dans l'espace public, moi à Bruxelles dans une friche industrielle à but culturel, à Beaubourg. Comment Abbas Kiarostami a voulu donner sa dimension, sa tonalité, son tranchant universel à une performance particulièrement centrée, singularisée par une histoire
une histoire très, très pointue et qui ne nous concerne pas, ou si elle nous concerne, dans tous les cas, c'est certainement pas sous le signe d'une participation aux affects qu'implique la bataille, le spectacle de la bataille de Kerbala. Alors Kiarostami a fait ceci, voulant donner, arracher le caractère singulier et identitaire et son autochtonie au tasier, lui donner, en tant qu'artiste, sa dimension universelle. Alors, voilà ce à quoi j'ai pu assister. Je vous montre le dispositif. J'ai deux documents, celui-ci. Donc, je vous explique, il n'y a pas eu d'enregistrement de captation du tasier de Kiarostami. Alors, je vais vous raconter ce que j'ai vu. Moi, j'étais à Bruxelles, puisque j'ai assisté à Bruxelles. Donc, j'étais assise par terre dans une immense salle. Et devant nous, à nos pieds, voilà, vous allez le voir ici, nous sommes les spectateurs. Là, c'est l'espèce de zone noire en bas. Et à nos pieds, vous voyez, il y a un petit moniteur de télévision que vous voyez à votre droite. J'ai pas de meilleur document, on a cherché partout à en trouver, on n'a pas trouvé. Donc, un petit moniteur de télévision sur lequel Kiarostami passe le déroulement dans un lieu de l'Iran de la fête du tasier, la scène elle-même, avec les acteurs qui arrivent à cheval, armés, et sur tous les écrans de télévision en Iran, ceux qui ne peuvent pas se rendre, et il y en a peu sur les lieux, peuvent suivre sur la télévision la représentation de la bataille de Kerbala avec ses chants, ses personnages, ses costumes, les chevaux, enfin tout est quasiment en grandeur nature, et la mort de l'imam Hussein. Kiarostami installe ce moniteur sans sous-titres. Nous ne savons pas ce que c'est. On voit des gens qui arrivent en vert, en rouge, à cheval, etc. Ils sont là. Nous sommes devant ce poste de télé tout petit. Mais en fait, ce qui est devant nous, ce sont deux immenses écrans, deux colossales écrans qui font au moins 6 mètres sur 3 mètres de large, sur lesquels, qui sont séparés, parce que partout où on regarde le tasier, comme vous imaginez en Iran, les tribunes des spectateurs hommes et celles des femmes sont séparées. Donc les écrans sont séparés. Sur l'écran de gauche, nous voyons le film. Kiarostami a filmé les femmes qui assistent au tasier. Sur l'écran de droite, la tribune des hommes et des garçons. Les femmes et les enfants, les hommes et leurs garçons. Chez les femmes, il y a les petits bébés hommes, les tout petits que les papas ne veulent pas avoir à garder. Elles ont tout ça sur les petits nourrissons sous leur voile. Elles sont évidemment voilées. Et nous assistons à ce moment-là, pendant plus d'1 heure, au colossal chagrin des tribunes. Nous ne regardons pas, nous entendons vaguement, mais tout petit, des chants, les cris, ce qui se passe sur le tasier. C'est le grand silence et l'immense chagrin, la mise en scène d'un deuil colossal auquel nous assistons dans sa montée en puissance. C'est-à-dire, on le filme, c'est depuis le moment où les hommes et les femmes prennent place, s'installent sur les gradins avec le sac pour manger, l'enfant qu'on nourrit, etc. Et les bonjours, les salutations, la sociabilité. Et puis, peu à peu, bon, le tasier va se mettre en place et tout le monde est là. Et là, il se déroule. Il se déroule la bataille de Kerbala. Et là, nous assistons dans le noir au déploiement, à la cataracte catastrophique d'un colossal chagrin dont pourrions-nous dire il joue la comédie, pas du tout. Il y a véritablement une empathie passionnelle. Voilà. C'est construit véritablement comme une passion christique,
à savoir que, imaginez qu'on représente la mise en scène de la crucifixion sur un petit moniteur, voilà, et que on puisse voir une espèce d'immense communauté, voilà. Et qu'est-ce que Kiarostami a fait? Il l'a fait dans l'espace public à Rome, il l'a fait à Bruxelles, il l'a fait à Beaubourg. Il a profondément ému, c'est-à-dire qu'il a véritablement réussi à faire de l'assistance relativement, majoritairement ignorante ou indifférente à ce qui s'est passé, ce qui se passe à la fête de l'Achoura. Au contraire, les assistants et ceux qui font partie de la communauté de ceux qui peuvent partager le chagrin d'un deuil. Et au-delà, évidemment, cette question des hommes et des femmes fait que Kiarostami joue sur beaucoup de niveaux quant à la ligature du public européen au public iranien, d'un public profane à une situation religieuse, du rapport entre les hommes et les femmes, et évidemment, et de la mise en forme esthétique. Alors là, la performance est vraiment un performare. C'est trop long? Tout petit peu. C'est trop long. Ah zut. C'est pas trop long, mais il y a des contraintes techniques. Il y a des contraintes. Il Bon. va falloir qu'on s'arrête. Alors, bon, vous avez compris pour le. Alors, je n'en dirai pas plus sur Kiarostami et sur le caractère, voilà, la visée internationale, la visée universalisante de ce spectacle. Alors, bon, puisqu'il faut aller vite, ce que je voulais faire entendre, c'est ce que j'appellerais les contre-performances actuelles, parce que vous savez, on a inventé dans le monde de la culture un curieux adjectif qui est ce que vous avez vu, c'est du performantiel. C'est-à-dire que ce n'est pas du performatif, c'est du performantiel. Ce qui permet au monde de la culture de se dégager des effets éventuellement pervers de la performance. Alors, il y a deux choses que je voulais évoquer. Je vous ai dit que je m'intéressais évidemment à ce qui se passait avec l'usage de la télévision, des décapitations et la mise en scène des décapitations par Daesh, qui devient une sorte de topos de la fascination et du scandale devant la terreur agie, montrée et mise en scène. Vous me donnez combien? 5 minutes? Bon. D'accord. Alors, c'est bête, je m'y suis mal prise. Parce que je voulais revenir sur la grande césure qu'a été la déclaration de Stockhausen le 11 septembre 2001. C'est-à-dire quand Stockhausen a salué, si je puis dire, l'événement de la chute des tours. Je vous lis au moins sa phrase, vous comprendrez pourquoi. Donc le 16 septembre 2001, la plus grande œuvre de tous les temps, dit Stockhausen, ce à quoi nous avons assisté, vous devez désormais changer totalement votre manière de voir, est la plus grande œuvre d'art réalisée que des esprits atteignent en un seul acte ce que nous, musiciens, ne pouvons concevoir. Que des gens s'exercent fanatiquement pendant 10 ans, comme des fous, en vue d'un concert, et meurent. Imaginez juste ce qui est arrivé. Des gens sont tellement concentrés sur l'exécution d'une performance unique et 5000 personnes sont conduites vers la résurrection. En un instant, moi, Stockhausen, je suis incapable de le faire. Donc vous imaginez, vous vous souvenez sans doute du scandale qu'a suscité cette déclaration. Or, je la crois, elle ne pouvait être que mal interprétée. Je crois au contraire
que Stockhausen, qui n'est pas sans rapport avec les groupes Fluxus et toutes ces choses-là, indique que quelque chose est en train de basculer dans la mise en scène et la notion d'assistance, de performance et de geste de création. Que quelque chose bascule, qui est de l'ordre de la fascination, et que je voulais mettre en regard avec la façon dont Jean-Luc, à cause du fait que Stockhausen dit que sa musique n'a jamais pu faire ça, c'était de reprendre le travail de Jean-Luc Godard au sujet de notre musique. Alors, je passe sur tout ça en m'excusant auprès de vous d'avoir été trop longue, parce que j'avais envie de beaucoup travailler ce basculement actuel, c'est-à-dire du fait que, loin d'être dans la perlaboration, c'est la guerre elle-même, c'est la violence qui est traduite comme performance et qui, par les nouveaux médias, la mise en scène, la télévision, est devenue le lieu performatif d'une décapitation de l'assistance elle-même. Alors, vous voyez, je dis trop de choses en trop peu de mots. Je voulais terminer, et je ne renonce pas à le faire, avec 2 minutes d'une projection, en plus parce que l'artiste dont il est question est là. C'est le film d'Hervé Nizic, qui en 1980 a fait une performance intitulée « Écran noir ». C'est la guerre au Vietnam. Et il met en scène, non pas la guerre au Vietnam, mais il crée une performance sur ce qu'est en train de devenir la situation du spectateur, de l'assistance et de nous tous face à ce que l'on nous montre de la guerre, à ce qu'on nous dit de la guerre et à ce à quoi on nous fait participer en tant que spectateur à la guerre. C'est-à-dire la façon dont, au lieu de nous mettre dans une perlaboration qui ferait qu'il n'y a plus ni bourreau ni victime, mais citoyens en train de constituer leur pensée et leur regard face à la violence, il y a véritablement une victimisation du spectateur lui-même. Donc, je vous demande l'autorisation de vous présenter la performance dite écran noir, que je vais mettre, voilà. Donc, ce sont des acteurs qui ont des télévisions dans le dos et d'autres des caméras dans la main. Voilà. Guerre au Vietnam.
je ne peux pas vous montrer plus de cette performance, où la télévision dans le dos, la caméra à la main, et les victimes et les bourreaux sont là, tous ensemble, et les photos qui en sont envoyées par Internet et la télévision sur la vraie guerre, si on peut dire, qui devient une fausse guerre, puisque vous avez cette permutation perverse des places, qui est bien ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Excusez-moi, j'ai mal. Excusez-moi, moi, Marie-Josée, d'avoir Non, vous avez raison. d'avoir fait ce que j'ai fait, mais en même temps, on a discuté avec les gens de la salle et il y a des choses qui nous échappent complètement. Sinon, moi, je me suis fait violence pour faire ça. Pardon encore. Mais non, c'est moi qui vous demande pardon d'avoir mal tricoté mon affaire. On a fait une belle petite performance, Marie-Josée et moi, aujourd'hui. J'ai pas réussi ma performance. Donc, on a quand même le temps. Je pense que ce serait vraiment dommage qu'on n'ait pas le temps de quelques questions. Oui, Jean-Michel, alors on peut lui donner... Il y a un micro qui circule ? Jean-Michel Ray. Oui, merci d'abord de cet exposé très riche sur lequel il faudrait effectivement revenir très longuement sur les différents aspects. Juste un point, en m'excusant pour les autres dont je ne parlerai pas. Vous avez parlé à plusieurs reprises de l'aristotélo-chrétien, semblant faire au fond de la tragédie et de la Passion du Christ des scènes strictement équivalentes. Alors, ma question porte là-dessus, c'est-à-dire est-ce que c'est ça que vous entendez? Est-ce qu'il vous semble que la Passion christique est la représentation par excellence de la souffrance, ou est-ce qu'elle est l'équivalent de la tragédie grecque? Voilà. Non, c'est pas l'équivalent. Je disais que la pensée chrétienne et sa pensée du traitement scénographique de la Passion, avec ces trois journées, son chemin, enfin, ça s'est construit au fil des siècles, hein, c'est pas du premier coup, et qui est ce passage de la mort à la vie, qui convoque tous ceux qui doivent le contempler à leur propre passage salvateur, de l'ombre à la lumière, de la mort à la vie, ou de cette mauvaise vie à une vie meilleure, etc., qu'effectivement, on a là le personnage performeur par excellence et créateur de communautés. Ils se sont inspirés, oui, de la pensée, explicitement, hein, dans les textes, de la pensée de la catharsis, du rapport de pathos. Le mot passion a été choisi par les chrétiens, ils y ont mis une majuscule, mais il s'agit effectivement de ce traitement du pathos grec qui est travaillé alors par un logos, mais qu'un logos qui n'est pas justement le texte de la tragédie. De toutes les façons, si Florence Dupont était là, elle me dirait que la tragédie n'est pas un texte, mais de toutes les façons, le logos, c'est d'abord la mise en rapport. Et donc, c'est cette capacité qu'a la représentation de créer du rapport là où l'informe, la mort, la violence apparaissent sous le signe du désordre, de la dissémination et de l'impossibilité de partager, de fabriquer de la communauté. Mettre en ce que le logos met en rapport, c'est l'assistance elle-même. C'est ceux qui pourraient être dispersés par la violence de la haine en étant pris agonistiquement dans l'identification à ce qu'ils voient, et qui, au contraire, voyant le pire, tout d'un coup, sont amenés par la vertu du performeur et de la performance à fabriquer du rapport entre eux et à faire de l'ecclésia, hein, à fabriquer de l'assemblée. Alors que les chrétiens l'aient exploité, oui, pour moi, le Christ, c'est un grand performeur. La Grèce, là-dedans, c'est ça qui m'a... Oui. Le rapport à la Grèce et à la tragédie me semble très problématique. Voilà. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas... Enfin, j'ai dit ce que le monde chrétien... j'ai pas dit que... Encore que... Justement, je citais Florence Dupont, elle aborde très souvent la tragédie grecque sous le signe de la performance, mais c'est un autre débat. Ce que je n'ai pas ouvert ici, ce n'est pas mon objet.
Merci. Ça marche? Oui. Oui, ça marche. Merci beaucoup pour cette intervention extrêmement riche. J'avais une question sur, en fait, performance et rituel et assistance. Est-ce que l'assistance de la performance et du rituel, c'est la même chose, ou est-ce qu'il y a des distinctions à faire? Et je me repose sur vos exemples. Le premier exemple de ce condor, de ce taureau ailé absolument magnifique. Alors, je pense que l'assistance, par exemple, à cette manifestation, la communauté partage certaines croyances ou certaines... Tout à fait, oui. Démarches peut-être comme ce que vous avez dit sur l'émancipation, la libération du colonialisme, la fertilité, etc., qui sont partagées. Alors qu'avec le dernier exemple que vous nous avez donné, je dirais que l'assistance est peut-être plutôt esthétique Tout à fait, oui. qu'une croyance. En même temps, je pense à Jean Genet qui dit que le moment le plus théâtral dans le monde occidental, c'est l'Eucharistie, ce qui rend... C'est le fait qu'on croit qu'un morceau de pain, c'est le corps de Dieu, et en même temps, on sait que ce n'est qu'un morceau de pain. Et donc, je voulais juste... je ne sais pas s'il y a des... Vous avez raison. Si j'ai donné d'ailleurs des exemples différents, c'est parce que je différencie les registres. Hein, je ne mélange pas tout. Je ne dis pas que la fête du Yawar et que le Tazier, c'est pareil. Enfin non, pas du tout, du tout. M'étant mal organisé pour vous parler de tout ça, il y a des petites articulations différentielles sur lesquelles je n'ai pas pu m'arrêter, qui est la sacralisation, la désacralisation de la performance. Quand vous parlez de l'Eucharistie, oui, de Jean Genet, il se trouve que je connais quelqu'un, un psychanalyste plein de talent, qui est en fait un prêtre défroqué. Un ancien prêtre défroqué, et qui, me racontant ce qui lui est arrivé, il me disait ceci. Il avait fait toutes ses études, il était le meilleur homme du monde et le plus savant qu'il pouvait être, étant jésuite, en matière de théologie. Puis un jour, il a fallu dire la messe. Et là, au moment où de l'Eucharistie, il m'a dit tout d'un coup, j'ai eu l'impression de devenir fou. Je devais prendre totalement au sérieux ce qu'on m'a dit de faire et ce que je faisais, enfin, que c'était pour de vrai. Et il a été pris d'une crise de folie. Voilà, il a travaillé tout ça, il était d'ailleurs devenu un excellent analyste. Mais c'est vous dire à quel point voilà, le performeur peut être soumis à la violence si la question du fictionnel. Mais alors c'est vrai que l'Église n'a pas tendance à dire on va faire comme si. C'est bien le débat avec les protestants. Hein. Donc le fait que ce ne soit pas du comme si, il y a des moments où certains disent ça y est, je suis fou. C'est pas possible. Vous voyez, donc cette question de l'articulation est très très importante. La dimension fictionnelle, la fête du comme si, est la seule qui nous donne à tous, performeurs comme assistants, la liberté de circuler de place en place et de ne pas être assigné ni à celle de victime, ni à celle de bourreau, ni à celle d'ailleurs de la toute-puissance de celui qui serait dans cette toute-puissance d'être le fabricateur de la transformation. Hein. C'est quelque chose qui a à voir, c'est pour ça que j'étais très intéressée par aussi, comme on l'a été tout à l'heure, par la question du temps, c'est qu'il y a des mutations. La performance est une transformation des régimes de temporalité. Kiarostami, c'est ça qui l'intéresse, etc. Et ce que le petit film de Hervé Nizic montre, précisément, c'est l'explosion totale de la transformation de la temporalité. On voit des images et on est pris, et c'est l'immédiateté, l'espèce de flux immédiat, et qui fait qu'il y a un ravage de l'expérience subjective du temps. Alors,
Il y a encore une question, mais c'est la dernière, parce que on doit rendre Il y absolument a la... Patrice, je voudrais... Oui. On est vraiment Ouais. bloqué par les Il y a techniciens Patrice d'ici, qui donc on voulait doit parler. rendre absolument la salle à 13h. Donc, Patrice, Merci. Patrice Laurent. Je serai très bref. D'abord, Marie-Josée, merci pour ce que tu as dit sur Nicole. C'est ta part, ça, bon. Merci de tout cœur. Et d'autre part, j'avais une question dont nous avons débattu et qui va dans le sens de la question de Jean-Michel, à savoir que nous nous sommes demandé, tu te souviens, si entre la tragédie grecque et les films de Jean Rouch, il y avait un moyen d'envisager une relation. Et nous avions conclu qu'il y a un mouvement qui va du chaos vers la forme. C'est quand même ce qui est exemplaire dans l'Orestie, tandis que dans les Maîtres fous, c'est plutôt l'inverse qui se joue, à savoir d'une certaine forme, à savoir la forme imposée par le colonisateur anglais, on joue une déformation qui, le lendemain, n'aura pas suite, mais enfin, qui préfigure ce qui pourra être une véritable libération. Voilà. Je suis d'accord. Je dirais, rien n'est plus étranger à la tragédie grecque que la dimension carnavalesque. On est vraiment obligé là de s'arrêter, je crois. Moi, je suis désolé parce que je vois qu'il y avait encore des questions. Il y en aura encore beaucoup, mais on a 2 jours. On va se parler. Il y aura des cafés, il y aura des pouces cafés, voilà. Donc, Puis la vie qui continue. Et puis la vie qui continue. Donc, on fait une pause assez brève, je dirais 7-8 minutes. Ça va faire 10 en fait, mais je dis 7. Et on doit absolument rendre la salle à 13h. Voilà, ça c'est l'impératif absolu. Vous pouvez me le déplacer.